Cela m'amène au personnage. Burton a voulu mettre plus d'émotion dans l'histoire, qu'on s'attache plus au protagoniste. Il a fait de son Alice adulte une jeune femme qui souhaite prendre son indépendance et se libérer. Le film décide d'installer ce concept en montrant une scène avec son père au début du film, et fait du père un pivot de l'histoire puisqu'il inspire Alice dans son ouverture d'esprit et sa volonté. J'ai du mal à comprendre le besoin d'en faire l'ouverture du film, alors qu'elle aurait pu en parler dans une conversation, mais passons. Je ne comprends surtout pas la décision de Burton de lui permettre de se réaliser dans les voies du commerce maritime. Je vois pas trop quel genre d'enfance la ferait rêver, je rappelle que c'est un film Disney. Burton s'est d'ailleurs un peu fait taper sur les doigts à ce propos, puisque ces routes maritimes couvrent Alice sont celles qui ont causé une certaine exploitation des Chinois par l'Angleterre à l'époque. Je ne suis pas fan de ce genre de polémique, mais vu que l'histoire des routes de commerce est franchement moisie, il aurait pu faire autre chose. Je ne sais pas moi, en faire une écrivain par exemple, qui aurait pu écrire les 2 romans elle-même. Vu que tout est inventé, ça ou autre chose, je vois pas ce que ça changerait. Sinon rapprocher un peu plus le personnage de Burton, lui qui aime tant que ses personnages soient des reflets de lui-même. Mais ce serait oublier que, comme dans Charlie et la chocolaterie, le héros de Alice au Pays des Merveilles n'est pas Alice. Sinon, il l'aurait fait jouer par Johnny Depp. Putain, ça aurait été génial! Non, le vrai personnage que Burton aime et veut mettre au centre de l'histoire, au point que ce soit lui qui soit sur les affiches plus que Alice, c'est le Chapelier Fou. Un personnage qui n'est souvent même pas si important que ça dans les adaptations, et a priori dans les livres non plus de ce que j'en sais. C'est bien entendu lui l'artiste, lui le vrai héros qui inspire Burton, et qui a donc les cheveux en bordel. Lui l'artiste dont les créations ont été perverties par une sombre force obscure, bref, vous avez compris l'idée. Le personnage est fun et sympathique, mais on ne peut pas dire qu'il a une personnalité surdéveloppée et j'ai juste envie de le tuer, lui et Burton, quand il part dans sa foutue danse de la victoire. Les autres personnages ont ce qu'il faut d'intérêt. Personnellement, je ne vois pas celui du duo que forment la souris et le lapin déglingué, qui ne servent que de comic relief, dans un film déjà comique. Ni l'intérêt du lapin en retard d'ailleurs. Vous allez me dire que le principe même de Alice est de rencontrer des personnages fous dans un univers sans queue ni tête. Sauf que Burton a refait l'histoire à sa sauce pour que tout cela ait une construction et un sens, pour que l'on s'attache aux personnages. Alors 3 personnages qui ne servent à rien, c'est un peu contre-productif. Et je ne gueule pas parce que je sais ce qu'il a voulu faire avec le film. Il ne servait déjà à rien quand j'ai vu le film la première fois. Un dernier détour sur la Reine Blanche de Anne Hathaway, que beaucoup d'entre vous semblent détester tout particulièrement, et bah pas moi. J'aime bien le personnage, j'aime bien sa gestuelle de parodie de princesse qui avance toujours en dansant et gazouillant, et le design également. Le reproche final serait que c'est un film profondément ennuyeux, une débauche d'effets visuels moches au service d'une histoire plate, culminant dans son 3e acte par une confrontation blockbusteresque tellement vue que même un enfant s'en lasserait, et pour une leçon de morale assez douteuse finalement puisque Alice vivait déjà dans ses rêveries avant de descendre dans le terrier. Pourtant, Alice au Pays des Merveilles dépassera le $1 milliard au box-office mondial. Vous vous rendez compte? Pour son film le plus unanimement décrié depuis La Planète des Singes, dépasser le $1 milliard. Bon, bien entendu, le surcoût de la 3D relativise un petit peu les revenus du film. Bien entendu, avec un résultat pareil, il ne se démonte pas, et se lance donc dans la production de ce putain de Dark Shadows, avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Oh, Dark Shadows. Ce putain de Dark Shadows. Adapté d'une série télévisée qui racontait la vie de la famille Collins, mais n'était pas vraiment centré sur un personnage en particulier, il est ici question de l'histoire de Barnabas Collins, fils de riches propriétaires de bateaux de pêche qui ont fondé la ville de Collinswood. C'est Johnny Depp qui a déclaré à Burton avoir toujours rêvé d'incarner Barnabas au cinéma. Le personnage a acquis en effet un statut culte aux États-Unis après que son arrivée aux alentours du 200e épisode ait miraculeusement sauvé la série Dark Shadows originale, lui permettant de repartir sur 1000 épisodes de plus. Arrivé aux États-Unis, les Collins ont prospéré pendant que Barnabas tombait éperdument amoureux de Josette. Il a malheureusement eu la mauvaise idée de tripoter Angélique, une jeune femme douée de sorcellerie qui a voulu lui offrir son cœur. Blessée par le refus de Barnabas, elle va se venger en envoûtant Josette afin qu'elle tombe d'une falaise, et pour que ses souffrances continuent éternellement, en a fait un vampire qu'elle a fait enfermer par les villageois dans un cercueil pour des années, non sans avoir maudit toute sa famille et descendance sur les prochaines générations. Et après on s'étonne que je sois pédé. 200 ans plus tard, sa tombe est mise à jour par une équipe de travaux publics. Il revient au monde pour découvrir sa lignée ruinée par Angélique, qui a récupéré la quasi-totalité des bateaux de pêche. Côté famille, ce n'est pas la joie non plus chez les Collins. La chef de famille, Elizabeth, gère tant bien que mal le business tout en s'occupant comme elle peut de sa fille Caroline, une véritable parodie d'adolescente rebelle, de David, le fils perturbé par la mort de sa mère, de Roger, son beau-frère plus qu'embarrassé par sa paternité, et du docteur Julians, une psychiatre alcoolique venue essayer de résoudre les problèmes de David, mais aura fini par s'ajouter au poids qui traîne la famille. Le retour de Barnabas coïncide avec la venue d'une jeune femme, Vicky, qui semble être la réincarnation de la belle Josette et sera la nounou de David. Il va alors tout mettre en œuvre pour restaurer la grandeur de sa famille. Et c'est là que le film devient une grosse merde. Parce que jusque-là, il partait super bien. J'avais quand même une lueur d'espoir dans la salle de cinéma.
Le début, j'en parlerai un peu plus tard, mais lorsque le générique arrive, j'étais assez étonné. Burton changeait complètement de style. Des plans en hélicoptère, dans la campagne, en couleur et en décor naturel, sur un train. Ça peut paraître dingue, mais je crois bien qu'en 14 films, Tim Burton n'avait jamais filmé un train. Le générique, qui plus est, n'est pas une composition originale de Danny Elfman, qui est pourtant en charge de la musique, mais un tube rock de l'époque, Night in White Satin. C'est juste une première dans sa carrière. C'est énorme comme changement, une balade rock en ouverture et what the fuck? Alice Cooper? Alice Cooper? Ce film à Alice Cooper? Le prince du hard rock dans un film avec des créatures surnaturelles? Mais ça va être génial! Eh ben non! On va commencer par là puisque j'ai déjà dit trop de bien de ce film. Quand on se paye Alice Cooper dans un film de vampires, de fantômes et de loups-garous, quand on se paye une star du hard rock, un mec qui a chanté ne serait-ce que Feed My Frankenstein, on ne lui fait pas simplement interpréter 2 chansons que l'on n'écoute même pas! Enfin quoi, merde, tu fous une rockstar dans un film pareil? T'ajoutes au moins une scène qui te montre que Alice Cooper a monté son groupe grâce à des zombies qu'il a ressuscités lors d'une cérémonie accomplie sous une lune rouge pendant laquelle il s'est accouplé avec 12 jeunes filles vierges. Tu en fais un vampire qui traverse les âges depuis des générations. Tu en fais un grand sorcier, tu en fais un mort-vivant, tu en fais quelque chose, putain de merde! C'est comme si la série des experts n'avait pas profité de la venue de Justin Bieber pour le buter. Est-ce qu'on peut le revoir, s'il vous plaît? Bref, c'est là tout le problème de Dark Shadows. Il propose des putains d'idées, et il en fait rien. Par exemple, l'objectif même de Barnabas, qui était de remettre la famille sur pied, est totalement oublié. À la fin du film, la nouvelle usine de poissons qui a tenu à peine une semaine et que l'on n'a jamais vue depuis sa remise en service est explosée, le père de David est parti, et le manoir est en flammes. Et bim, fin du film. On nous montre certes que Elizabeth, Caroline et David sont unis, mais Elizabeth n'a jamais été le problème, elle a toujours tenu à sa famille. Au final, les actions de Barnabas n'ont fait que faire fuir un des membres et cramer tout le reste. Et ça ne pose aucun problème à personne, on finit là-dessus et générique. Je veux pas dire, mais vu que c'est là-dessus que repose tout le film, c'est franchement pas terrible comme construction de scénario. De même, plusieurs éléments concernant Angélique sont très mal exploités. Par exemple, dans une des scènes, elle propose un verre de sang qui a été préparé à l'avance à Barnabas. Un scénario un tant soit peu motivé aurait fait en sorte que le verre contienne quelque chose, comme un poison, un filtre d'amour, ou que sais-je encore. Quand il boit, tout le monde s'attend à un mauvais tour ou à une conséquence, et... non. Non, elle lui a vraiment juste proposé un verre de sang. Quelle était l'utilité de cet élément? Est-ce que ça a apporté quelque chose à l'histoire ou à son discours? On pourrait rétorquer qu'elle a fait ça pour l'amadouer, être sympa et qu'il soit plus disposé à accepter son offre. Mais... non! Je suis désolé, c'était pas la bonne façon de le faire. Là, c'est juste décevant. Un peu plus loin, quand Angélique mène son attaque finale sur la demeure des Collins, Elizabeth lui hurle de sortir de sa maison, et Angélique répond ceci. Your house? What? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un truc avec la maison? Est-ce qu'en fait elle l'a racheté? Ou bien est-ce que pendant que Barnabas était dans son cercueil, elle s'est mariée avec un de ses descendants et possède donc la maison par contrat de mariage? Ou bien non, c'est pas la peine de chercher. À l'extrême limite, cette réplique ne sert que d'amorce au passage où elle prend possession des meubles, mais rien de plus. Autant ne rien lui faire dire, plutôt que de lui faire sortir une réplique qui soulève des questions et notre intérêt, pour n'aboutir sur rien. Rebelote avec la fille, Caroline, qui révèle dans les 10 dernières minutes qu'elle est un loup-garou. Est-ce que Burton va s'en servir pour qu'elle l'aide au combat? Genre, le sort que Angélique lui a jeté dans le berceau qui sera la cause de sa chute? Eh ben non. Elle ne l'a mordi que 2 ou 3 fois, un coup de latte et on n'en parle plus. Jamais. C'est sa dernière scène dans le film, avant le plan où on les voit tous les trois devant le manoir en fond. Encore une petite dernière pour la route? Le fantôme de la mère de David, qu'il dit voir depuis le début du film, et qui vient au dernier moment donner le coup de grâce qui consiste à l'envoyer dans le lit. Franchement, s'il suffisait de faire ça, c'était pas la peine de la faire intervenir. Barnabas n'aurait pas pu le faire lui-même? Surtout mais en lien avec la révélation de Caroline juste avant. N'aurait-il pas été plus intéressant de faire un choix entre les deux, et de n'en utiliser qu'un en le développant mieux que ça? Je suppute que ces 2 derniers événements soient des clins d'œil à la série d'origine, mais il aurait mieux valu les intégrer réellement au film, plutôt que de tout sortir de son cul dans la scène de fin. Scène de fin qui, au passage, est la scène d'action la plus molle que j'ai vue depuis bien longtemps, c'est encore plus mou que dans un porno sans Viagra. Sublime transition pour parler du fait que, avec l'âge, Burton est devenu un vrai petit pervers. C'est assez dingue à quel point tout dans ce film tourne autour du cul. Il faut bien entendu parler de la scène entre Barnabas et Angélique, qui est tout simplement ridicule et mal filmée, en plus de ne même pas s'assumer totalement. Mais le reste du film est juste dingue à ce niveau-là. Caroline, par exemple, est non seulement une ado-rebelle, mais en plus une véritable petite allumeuse. Et David en sait beaucoup trop pour son âge. Sans parler de son père qui se tape toutes les midinettes qu'il trouve, ou du docteur Julian, toujours prêt à lustrer les bijoux de famille.
Le summum est bien entendu atteint par Angélique, qui va tout de même aller jusqu'à enlever sa culotte pour la mettre sur le visage de Barnabas, avant de l'enfermer une deuxième fois dans un cercueil. Why do you have ladies' underwear in your face? Tu viens d'ajouter 3 ans à ta thérapie, David. J'en profite au passage pour signaler que Burton a clairement du mal à diriger de nouveaux acteurs, car les performances de Chloé Moretz et Eva Green sont absolument abominables dans ce film. Caroline a l'air complètement perchée ou alcoolisée, c'est selon, et n'a jamais l'air d'une vraie adolescente. Eva Green, quant à elle, est au rôle de la sorcière tentatrice, ce que Anne Hathaway était au rôle de la princesse. Une parodie, ce qui fait franchement tâche dans cet univers réaliste, et encore la parodie est assez surjouée, ce qui ne la rend pas très drôle. La comédie est une question de mesure, Where off Route 9? mais elle n'en a aucune. Ajoutez à tout cela de nombreux éléments qui, sans être incohérents, viennent sérieusement troubler l'expérience cinématographique. Au début du film, par exemple, lorsque Angélique envoûte Josette afin qu'elle tombe du bord de la falaise, Barnabas lui court après pour la rattraper, et il sait pertinemment que Angélique l'a renvoyée à sa mort. Avec ses connaissances, quel trou du cul s'arrête à 3 bons mètres d'une personne qui est au bord d'une falaise, sans même penser à commencer à la sécuriser en lui tenant le bras? Je sais bien que tout cela doit faire très théâtral et dramatique, mais il y a un moment où il faut juste arrêter d'être con. Pour continuer, pourquoi le vrai fantôme, celui de Josette, se cache-t-il sous un drap comme l'avait fait David au dîner? Surtout quand on sait que Vicky la voit depuis qu'elle est enfant et ne peut pas être surprise. On continue. Quand Barnabas n'arrive plus à cacher qu'il est un vampire, Vicky s'en éloigne, à la fois effrayée, mais également comme si elle lui en voulait. Alors comme ça, elle peut faire copain-copain avec des fantômes, mais les vampires, non, c'est pas son genre de monstre. Et pourquoi lui en vouloir? Barnabas ne lui a pas menti, il ne lui avait juste pas dit. C'est comme si elle décidait de s'éloigner de son mec parce qu'elle a découvert qu'il n'avait pas d'argent ou qu'il avait un handicap, et ça n'en fait qu'une connasse pour laquelle on ne s'attache pas. Et puis, un petit dernier pour la route, si, quand Angélique meurt, tous les sorts s'arrêtent, pourquoi Vicky reste-t-elle envoûtée? Le problème du film reste le suivant. Le héros est Barnabas. Barnabas est un gros con. Pendant tout le film, plutôt que de travailler pour obtenir ce qu'il veut, il passe son temps à utiliser ses pouvoirs surnaturels. Le majordome ne répond pas du tac au tac? Je l'envoûte. Le gamin ne veut pas partir? Je l'envoûte. J'ai besoin de pêcheurs mais il refuse? Je les envoûte. Comment voulez-vous être investi dans sa bataille pour sauver sa famille s'il ne se bat pas? Impossible d'adhérer aux objectifs d'un mec qui triche pour chaque instant de sa vie. Jamais il ne va essayer d'être intelligent ou de dialoguer. D'ailleurs, il ne va jamais essayer non plus de s'adapter au changement de notre époque, d'essayer de comprendre notre culture et notre univers. Il reste à regarder ça de loin. Et puis, ce mec se tape quand même tout ce qui bouge, y compris, et c'est quand même à la fois grave et un énorme défaut d'écriture, la femme qui a tué l'amour de sa vie. Non mais sérieux quoi, comment s'attacher à un enculé pareil qui n'a manifestement aucune émotion? Et je vous interdis de me sortir une connerie du genre, oui, il réfléchit avec la mentalité du XVIIIe siècle. On a fait de nombreux films avec des héros venus d'une autre époque et qui devenaient malgré tout beaucoup plus attachants. Les Visiteurs pour ne citer que. Il n'a juste aucune morale. I do not forgive. Ben voyons! En règle générale, son amour pour Vicky/Josette est très discutable pendant tout le film, ne serait-ce qu'à la fin, où il se fout juste totalement quand Angélique l'ait à nouveau envoyé se jeter à bord d'une falaise. C'est dingue, cette sorcière a aussi peu d'imagination que Burton. Le personnage est sous-exploité qui plus est, son côté very old school n'étant utilisé que pour 3 ou 4 sketchs maximum. Pour le reste, il se contente de répéter en boucle qu'une femme a des hanches très fertiles. Super drôle. Bon, bien sûr, ce serait de mauvaise foi de dire que le film n'est pas du tout drôle. Certains sketchs font mouche, comme la scène avec les hippies, et quelques blagues tombent juste, mais elles ne sont vraiment pas la majorité dans le film. Le bouquet final est apporté par le dernier plan du film, qui montre le docteur Julian se réveiller en tant que vampire sous l'eau, faisant croire à une possible suite dont nous savons pertinemment qu'elle n'aura pas lieu. Non mais sérieux, Burton n'a jamais réussi à faire une suite de sa carrière en dehors de Batman 2 et c'était pas de son fait.